Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva. Toujours avec Damien Pasco, toujours sur la soirée, la deuxième partie de la soirée du jeudi. Et on s'était arrêté, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, sur une question qui a été posée. Pouvons-nous atteindre cet organe par des moyens psychiques? Cet organe, l'organe qui doit être corrigé. On ne va pas parler de mots malades, problématiques. On va dire à corriger. J'aime bien cette sémantique-là. Ça nous évite aussi de rentrer dans une notion médicale et autres, sachant que là, on voit que José, il est vraiment hyper prudent là-dessus. Il n'est pas en train de faire des promesses. Il n'est pas en train de se substituer à un médecin ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment clean. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup parce que ça nous évite de partir en vrille. Donc, je relis cette petite phrase. Sa réponse, c'est une structure biologique représentative. Nous devons donc étudier davantage pour comprendre quels domaines nous pouvons réellement influencer à distance et quels domaines nous ne pouvons pas. Un transfert de pensée provoque un changement de la chimie du cerveau, provoque un changement de la chimie du corps. C'est notre conception de cela. Ce que j'aime dans cette phrase, c'est la dernière, c'est notre conception de cela. C'est-à-dire que là, on peut se dire, c'est une vision subjective des choses. C'est pas tout à fait quelque chose qui est prouvé et prouvable. Mais je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, il dit 173, on est en 2024, donc il y a 50 ans qui sont passés. Quelles sont les réflexions autour de ça? Donc, je suis allé un petit peu chercher. J'ai une assez grosse note à côté. Donc, alors, en gros, influence des pensées sur la chimie du cerveau et du corps. Validé scientifique, oui, dans une certaine mesure. Les pensées et les états mentaux peuvent être efficaces. Donc, on va avoir stress et hormones. Le stress va... alors, ah oui, pardon. Donc, voilà, excuse-moi. La note, elle est un peu en foutoir, mais en gros, on va avoir, dans une certaine mesure, une influence des pensées sur la chimie du cerveau et du corps. Mais dans une notion où la plupart du temps, ça vient par notre propre pensée qui se modifie et qui, dès lors, impacte le corps. C'est pour ça qu'on fait de la méditation, c'est pour ça qu'on utilise l'auto-hypnose, c'est pour ça que dans la méthode Silva, on vous propose d'aller dans une méditation dynamique, c'est-à-dire d'aller au moins dans un état de relaxation, dans un état en alpha, pour amener une optimisation biochimique, entre guillemets, de soi, être le plus optimum possible pour aller le mieux possible. Donc, effectivement, la pensée, dès lors, et l'autosuggestion pour les personnes qui sont hypnotistes, mais tous les travaux qui sont faits en méthode Silva ont aussi ce but-là, de modifier votre chimie. Donc, quand il dit la pensée peut influencer l'organe, oui, mais peut-être pas la mienne vers celle de lui. C'est ça, en gros, le gros problème. Est-ce qu'une pensée peut influencer? Alors, moi, en tant qu'hypno, je pourrais dire oui, parce que mon paraverbal pourrait influencer Lee d'une certaine façon. Oui, mais là, il nous a dit, bon, on n'est pas dans la même pièce que le gars. Ah, bon, là, c'est un peu compliqué. Mais, vous voyez, le fait, par exemple, de me dire, voilà, c'est ma gourde, je vais commencer à faire des passes dessus. Moi, dans ma tête, je me dis, bah, quand on fait des passes, il y a de l'énergie. S'il y a de l'énergie, ça purifie mon eau. Il se peut que j'ai goûté mon eau avant, que je la goûte après, et que j'ai un biais qui disent, bah ouais, mais vu que j'ai fait des passes, le goût est différent. J'ai influencé par les gestes, pas forcément par mes mots à ce moment-là. Et pourtant, ma pensée, elle s'est modifiée et elle m'a même donné concrètement un goût qui est différent. Ah ouais, l'eau paraît plus légère, plus pure, plus. Pourtant, ça se trouve, il ne s'est rien passé en tant que tel. J'en sais rien. Je n'ai pas mis d'intention, j'ai juste fait ça. Mais mon association a créé quelque chose. Donc, c'est assez intéressant. Ma pensée influence l'état et les perceptions de mon propre corps et de la chimie. Alors, donc, ça va influencer le stress et les hormones. C'est pour ça qu'on va avoir tout un travail en méditation. Méditation et neurotransmetteurs, des pratiques comme la méditation, la pensée positive et autres vont permettre d'influencer les neurotransmetteurs. Donc, on a un paquet d'études là-dessus. Il y a le fameux Sapolsky dans Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcère. Cette œuvre explique comment le stress affecte la chimie du corps.
D'où le fait qu'en méthode Sylvain, on veuille, en méthode Sylvain et dans plein de systèmes, mais là, on reste chez nous, on cherche à diminuer le stress. Quelle œuvre tu as cité là? Là, c'est Sapolsky. Sapolsky, c'est Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcère. Sapolsky. Ah ouais, oui. Il est super intéressant, Sapolsky. Davidson et McEwen, ça je connaissais pas, influence sociale de la neuroplasticité, stress et intervention pour promouvoir le bien-être. Donc c'est dans Nature Neurosciences. Ils expliquaient en fait que l'influence sociale allait pouvoir jouer sur tout ce qui est stress et comment, en ayant des bonnes interactions sociales, on va diminuer notre stress. Donc en gros, comment la manière dont on va parler quelqu'un vis-à-vis de nous va influencer nos pensées et va diminuer l'ensemble des processus. Donc là, on a un truc, si on reprend un peu ce que dit José, là, on se rend compte que oui, la pensée peut influencer les organes, en tout cas la chimie du corps. Ouais, je ne sais pas si a posteriori, l'organe devrait un peu, mais on va juste dire la chimie du corps, sans donner la conclusion. Quand quelqu'un nous parle, c'est pour ça que c'est important le lien thérapeutique, c'est pour ça que c'est important vos médecins, c'est pour ça que c'est important les personnes que vous êtes. Parce que eux, en fonction de comment ils sont, comment ils vous abordent, comment ils vous parlent, comment ils vous respectent, comment ils vous aiment, ça va influencer aussi la chimie de votre propre corps. Diminuer le stress, créer de l'ocytocine, hormone de l'attachement, ça va créer plein de choses. Alors que parfois, c'est juste un regard, c'est juste une écoute, c'est juste un élément tout simple. Donc, encore, on peut influencer la chimie du corps juste par des mots, de la présence, du toucher, des caresses. Donc, oui, on peut avoir par la pensée, parce que la notion de pensée, mais ça reste encore cette notion de notre propre pensée, ou en tout cas, la création de pensée au travers de quelqu'un d'autre. Quelqu'un te sourit, ça peut te mettre et t'as rien dit, ça t'a créé une pensée positive, oh, il a l'air de bonne humeur, ou tu vois un enfant qui passe et qui vole. C'est comme l'effet placebo, hein? On peut faire ce soi-même ou on peut le recevoir de quelqu'un d'autre, mais il y a quand même des mots ou des gestes, quelque chose présent qui nous influence. Et franchement, à moins qu'on n'accepte pas l'effet placebo, c'est net et clair que ça, c'est un exemple de la pensée influence notre corps. Mais c'est toujours dans la présence de la personne. Exactement. Et donc, tout ce qui est psychoneuroimmunologie aussi, c'est toujours dans la présence de la personne. Où est-ce qu'on peut trouver quand même des preuves que ça marche à distance? C'est ça la grande question. Bah, tu vois, là, pour l'instant, dans ce que j'ai vu, ils disent que l'influence des pensées sur la chimie du cerveau et du corps est bien documentée. Ce qui est non validé aujourd'hui, c'est le concept de transfert de pensée pour permettre un mieux-être. Tu vois, recherche psychique, il y a un ouvrage que tu trouves sur Fondation nationale des sciences. Et en fait, c'est un gars qui s'appelle G. Edwards qui a fait des recherches sur justement tout l'impact de la psyché sur le corps. Et il dit, on n'a pas trouvé, pour l'instant, il n'y a pas de quelque chose qui est particulièrement marquant. Tu vois. Et justement, là, dans toutes nous, ce qu'on a envie de faire sur l'article, etc., c'est un élément qu'il faut admettre. Aujourd'hui, il n'arrive pas à prouver que on ait encore beaucoup une influence non directe. Je ne parle pas de présence, je ne parle pas de toucher, je ne parle pas au regard, je ne parle pas de tout ça. À distance, cette influence-là, ils n'arrivent pas à le prouver. Ils n'arrivent pas, en tout cas. J'ai lu un article ou deux qui disait oui, mais pour 10 qui disent non. Voilà. Donc, en gros, ils sont sûrs. Pour l'instant, on ne peut pas le faire. Voilà. Et nous, on se bat, tout ce qu'on peut faire, c'est citer des exemples. Mais c'est anecdotal. C'est vrai. Oui. Ce qui est quand même, je peux parler un petit moment de quelque chose qu'on a fait avec José Sylvain. José Sylvain était comment il a bien compris effectivement qu'on n'avait pas des preuves de ça, mais en fait, souvent à des conventions Sylvain, il prenait un grand groupe de personnes et il demandait justement à quelqu'un de proposer un cas à corriger justement, et il a demandé que tout le groupe ensemble programme la correction et il les a guidés, etc. Donc, on avait énormément de blancs au même moment, mais il a accepté 3 cas et seulement sous la condition qu'on pourrait contacter ces personnes
ou les gens qui connaissaient ces personnes la nuit aient rapporté quelque chose demain matin. Et moi, je ne vais jamais oublier ça. Alors, évidemment, ce n'est pas une preuve, mais anecdotalement, c'est hyper puissant. Quelqu'un a apporté le cas d'une personne en coma depuis plusieurs semaines. On a tous programmé. La personne qui l'a proposé a téléphoné le soir à l'hôpital et apparemment, la personne s'est réveillée au moment où on programmait. Alors là, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas une preuve. C'est ça le problème. Oui. C'est ce qu'on va avoir beaucoup. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'adore avec la science, c'est qu'ils ont des process où au bout d'un moment, tu dis, OK, en plus si tu croises des personnes qui sont vraiment ouvertes dans la science, en général, les scientifiques le sont. Eux, ils te disent juste, prouve-le-moi. Tu vois, en gros, vas-y, on fait un protocole et si tu me prouves que 6 fois sur 10, quoi, au-dessus de 50%, sinon c'est de la chance, mais on va dire 7 fois sur 10, c'est OK. Eux, ils sont OK. Eux, de toute façon, tant que tu peux faire du reproductible et que c'est clean, sans dire que la science a absolument raison, surtout elle-même se remet en question. Il y a des protocoles, tu vois, il y a plein de choses qui sont non OK et qui fonctionnent pas bien. Mais je trouve que c'est intéressant et les anecdotes, ça nous permet de réfléchir, de se dire, est-ce qu'il se passe réellement quelque chose? Est-ce que, coup de bol, tu vois? Alors après, les gens vont dire, ouais, mais moi, à chaque fois que je l'ai fait, ça s'est passé. Ah, là, ta vision empirique, ta vision personnelle, elle n'est pas discutable. Après, peut-être les raisons font qu'on n'en sait rien. Tu vois, ça se trouve, tu as un mec qui a plein de chance et qu'à chaque fois, tu as un truc qui se passe. Génial. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de se dire et garder en tête, voilà, on sait qu'il y a des cas et c'est normal que dans la méthode, on parle de ça parce que quand on a des trucs positifs qui se passent, on l'associe à l'effort qu'on a fait derrière, ce qui est normal, c'est le biais de confirmation. Hein. On a fait un effort, donc on se confirme que c'est associé à ça. Jusqu'à présent, l'ensemble des éléments, et ça c'est peut-être le plus important de tout, on n'a jamais vu que la méthode Silva a fait du mal à du monde. En tout cas, je ne l'ai jamais lu et entendu. Et comme pour la prière où on ne sait pas, et encore qu'il y a eu des expériences dans les années 70 de est-ce que le groupe qui a reçu la prière a eu des bons retours. Alors, les années 2000, ils l'ont refait et les stats n'étaient pas les mêmes parce que, je ne sais plus pourquoi, mais il y a plein de raisons. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, sur les cas par exemple, le fait déjà de se dire, je tente d'être proactif, que je prie pour quelqu'un, que je visualise pour quelqu'un, que je corrige pour quelqu'un autre. Déjà, personnellement, quand c'est une personne qu'on aime, que c'est des personnes où on a envie que les gens, même si on ne la connaît pas personnellement, mais que c'est quelqu'un de notre groupe, des amis et autres, et qu'on n'a pas envie qu'elle soit triste, on n'a pas envie qu'elle soit mal, le fait qu'on puisse donner quelque chose pour nous, pour l'autre, rien que ça, c'est quelque chose de positif. Il se passe un truc avec Lee depuis le début. Hein, on ne peut pas vous garantir, on ne peut pas vous dire qu'il se passe quelque chose. Scientifiquement, aujourd'hui, on n'a pas cette preuve-là. Donc, on la met de côté. Mais on vous parle plus du côté interpersonnel, du côté même purement pour nous, se dire, pour le mieux, je prie pour quelqu'un. Les gens qui ne sont pas du tout méthode quoi que ce soit, mais qui sont juste religieux, eux, quand quelqu'un ne va pas bien, ils disent, mais je vais te mettre dans mes prières ce soir. Et ce truc-là est joli, quoi. Et il y a un côté, et c'est là où c'est toujours compliqué, parce que le côté scientifique, parfois, manque un peu de spiritualité, et le côté spirituel manque parfois un peu de science, quoi. Et il y a un truc où il y a du mal à se retrouver. Et il y a des moments, c'est peut-être bien d'avoir un peu des deux. Et oui, c'est pas absolument scientifique, c'est pas OK. Pas d'accord. C'est pas absolument spirituel non plus, parce qu'il y a du scientifique, et c'est OK aussi. C'est trouver un peu, et surtout, faire en sorte que ça apporte du bien plus que ça n'apporte du mal aux gens. Faut pas que les gens se sentent obligés, imposés ou mal par rapport à tout ça. Oui. Et pour la personne qui offre l'aide quand même, qui prie ou qui programme, au moins on ne sent plus inutile, impuissant, incapable. Au moins on fait quelque chose. Et même si ça ne marche pas, au moins on a fait de notre mieux et on a démontrer à l'autre personne, je suis avec toi, je pense à toi, tu es dans mes prières, mes pensées, comme on dit. Oui. Donc, même si c'est que pour nous-mêmes, ça fait du bien. Justement. Et je trouve que ça, c'est important de le prendre en compte. Souvent, dans l'hypnose, on parle des éléments contextuels qui font que les choses se passent. La suggestion apporte quelque chose. Mais de façon générale, les éléments contextuels, ça vous permettra à vous de vous dire, quand quelqu'un est en souffrance,
je pense à lui, je prie pour lui, je fais un cas, je tente de corriger, je tente d'aider, j'envoie de l'amour, j'envoie de l'énergie, qu'importe. Ça vous resitue aussi par rapport aux autres et ça développe aussi votre attention, votre empathie. Il y a plein de choses qui, quoi, faire attention à autrui et tenter que les autres soient le plus heureux possible, ça ne peut pas apporter de négatif. Donc, déjà, rien que pour vous, et là, chimiquement parlant, ça va vous amener de la dopamine, ça va vous amener plein de choses. Si vous êtes proche des gens, ça va vous créer de l'ocytocine, du contact, etc., etc. Tout ça, il faut le prendre en compte. Et là, c'est vos pensées qui auront créé quelque chose chimiquement, bon, sur le coup, pour vous, peut-être pas pour l'organe de l'autre, mais pour vous. Alors. Et si l'autre sait que tu le fais, l'autre aussi va se sentir, ah tiens, quelqu'un s'occupe de moi, je me sens le centre d'attention et d'amour, etc. Donc là aussi, mais encore, là, c'est quand même quelque chose qui est connu verbalement, c'est pas à distance inconnue, quoi. Mais ça reste toujours improuvable. Excusez que moi, pendant un moment, je propose toujours, mais le site, il est moins visible, je proposais des soins à distance. Et en fait, je récapitulais, mais je disais jamais aux personnes quand est-ce que j'allais le faire. Alors, c'est assez amusant parce que la grande majorité du temps, il y a eu, je fais quelque chose et j'ai un feedback peu de temps après, la personne m'envoie un mail et me dit je me sens mieux. Mais j'ai quand même eu de nombreuses fois j'ai pas encore fait quoi que ce soit, la personne m'envoie un mail et me dit je me sens mieux. Donc là, on a contacté quelque chose, mais je sais pas quand, et je leur ai dit, hein, le jeu, c'est que vous savez pas quand je vais le faire. Mais comme tu dis, et là je trouve que c'est très important, là encore, hein, comme quoi une pensée va influencer. Le fait de se dire que la personne a contacté quelqu'un qui va faire un soin énergétique X ou Y, un soin, on s'en fout du nom, tu vois, à distance, blabla. Lui-même se met dans des conditions d'écoute, d'attention, et là on revient sur l'influence potentielle de la pensée sur le corps, la chimie, etc., etc. Et ça, c'est vraiment, c'est bluffant, tu vois, même si guérisseur, marabout, qui tu veux, ne fait rien, ou si la personne, ça lui fait du bien et dit non, mais moi, depuis que j'ai contacté monsieur X, qui a rien fait, hein, ça se trouve, il a bu un verre de vin en ta santé, tu vois, et ben, tu te sens bien, il y a un bénéfice. Ouais. Mais c'est toi qui l'aura fait. Ouais, on revient sur, en réalité, c'est tout. Toi, si tu es l'opérateur, même si tu es fait ou pas fait, tu n'es juste qu'un réceptacle pour l'autre de sa propre capacité à s'auto-guérir ou en tout cas se permettre d'aller mieux. Et c'est comme si toi, tu devenais une porte d'entrée, une autorisation à aller mieux. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors. C'est peut-être rien à faire, mais ça me fait penser quand même à des gens qui souffrent de magie noire. On les met un sort dessus et dans beaucoup de cas, quand la personne ne sait pas qu'il y a un sort, il n'y a aucun changement. C'est uniquement quand il a été informé, effectivement, et là, justement, sa propre pensée change les choses autour de lui. Mais José Silva a voulu distinguer parce que pour José, on pourrait influencer à distance, mais uniquement pour le bien. Un peu dans un autre domaine, mais c'est quand même intéressant que le fait que la personne sait ou ne sait pas influence souvent la réaction. Oui, et puis c'est là encore, tu vois, je reprends le mot de tout à l'heure, les éléments contextuels. Quand ta culture, elle a été de fais attention parce que telle personne peut t'envoyer des sorts, ou il y a des esprits qui vont t'attaquer, ou il y a différents champs, on va dire, de perception. C'est certain que la moindre chose qui va faire écho à ce que tu as entendu depuis que tu es enfant, et peut-être que quelqu'un de ta famille a été ensorcelé, vaudouté, ce que tu veux, toi, il y a du vaudou, il y a ce que tu veux, va faire que toi, tu vas développer le nocebo, tu vas créer toi-même la réaction. Effectivement, va dire à quelqu'un qui ne croit pas du tout à la magie, qui ne doute pas du tout. Et on le voit notamment avec les gens hyper religieux, qui n'ont pas de doute dans leur religion, qui disent non mais moi, Jésus, Allah ou Yahvé me protège. Je suis dans la lumière du Seigneur, allez, on va dire ça. Rien ne peut m'atteindre. Les gens ne vont pas développer quoi que ce soit.
Donc après, c'est là où tu te rends compte de l'impact de la croyance et l'autosuggestion que tu peux avoir. Et effectivement, le déclencheur, c'est tu le sais ou tu ne sais pas. Machin a fait un truc sur toi. Ah ouais, en ce moment, tout va mal dans ma vie. En plus, tu crées tu crées des biais, tu vois. Tu dis, ah bah oui, bah c'est pour ça que ma voiture a cassé, que je suis tombé 2 fois, que. Mais en fait, non, c'est parce qu'en ce moment, tu as une période pourrie et on sait que c'est juste la loi des séries et qu'il y a des moments, c'est mathématique. Il y a un moment, bah, ça t'enchaîne les trucs qui vont pas. Mais c'est pas parce que quelqu'un t'a marabouté, hein. C'est simplement parce que c'est une période pourrie, point. Mais vu que tu vas faire l'association, tu donnes du pouvoir à l'idée. L'idée devient de plus en plus prégnante. Si on t'a dit, bah oui, mais c'est parce que machin t'a fait un truc, et tu vas nourrir de plus en plus l'autosuggestion que quelqu'un t'a fait du mal et que ce qui t'arrive dans la vie n'est plus de ton propre fait, mais du fait de quelqu'un. C'est compliqué. Et c'est vrai que la force dans les suggestions de José, c'est de dire non, tu ne peux pas utiliser niveau alpha pour faire du mal. Tu utilises ça pour te faire du bien et faire du bien autour de toi. C'est chouette comme suggestion. Alors, hop. Ma note, c'était quoi? Explication sur les analgésies et les capacités du cerveau dans la gestion de la douleur. Okay. Un autre argument était que si une personne souffre de douleur, quelle qu'en soit la cause, si elle est préconditionnée, elle n'a pas besoin de médicaments pour soulager sa douleur. Nous avons une anesthésie mentale, disons les choses ainsi. Un mécanisme extrêmement puissant, en sachant comment faire régresser l'esprit jusqu'à un certain point avant de développer des nerfs sensoriels. C'est peut-être ça, mais ça marche. Cela peut être localisé, cela peut être général, cela peut être, je veux dire, une anesthésie formidable. Vous pouvez anesthésier la moitié du corps, etc. Donc, là, il revient sur hypnoanalgésie, hypnoanesthésie. Les compétences qu'on a, alors j'aime bien parce que, et ce qui est logique au travers de la méthode, c'est parce qu'il y a eu un préconditionnement gant analgésique que vous allez avoir cette compétence qui vient plus rapidement. Souvenez-vous, Lee qui se coince les doigts dans l'ascenseur, non, c'était ça? Oui, ouais. Oui. Alors que tu venais juste de l'apprendre. Donc, oui. Et Michael qui dit, attends, repense au conditionnement qu'on t'a fait. Vu que tu es super suggestible, ça a dû rentrer là. Et feedback immédiat. Oui, immédiat. Ça, c'est un point très, très hypno. Hein. Je vous rappelle qu'une des conditions premières de l'hypnose, une des conditions de vie de l'hypnose, c'est, à la base, c'était mesmérisme, etc., mais c'était apaiser la douleur des gens. L'hypnose a pour objectif l'hypnoanalgésie. Après qu'on en ait créé l'hypnothérapie, c'est bien. Mais à la base, le job d'un hypnotiste, c'est de calmer la douleur des gens. Et c'est super. Je reviens toujours sur SDL, mais SDL qui passe quand même de 50% de morts sur des opérations à l'époque en Inde à une personne sur 5 ou une personne sur 10 qui allait mourir. C'est absolument génial, quoi. Il a complètement changé les choses juste avec la gestion de la douleur au travers d'une transe bien spécifique qu'on appelle la transe SDL, mais qui est au-delà de la transe somnambulique. C'est très intéressant. Donc là, c'est chouette que José remette en avant ça. Là encore, il le met dans ce principe de contrôle de l'esprit. À partir du moment où vous êtes conditionné, que vous avez appris, que vous avez exploité, et là on revient sur cette idée-là que je vous répète à chaque fois qu'on parle d'hypnoanalgésie, il faut fréquemment vous tester. N'hésitez pas à, une fois par semaine, passer 5 minutes à faire de l'hypnoanalgésie. Même si pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. Et comme vous dirait Lee, la méthode Silva s'utilise surtout quand on n'en a pas besoin. Parce que c'est là où on se conditionne le mieux. Parce que le jour où vous serez stressé, malade, fatigué, dans la douleur, pas bien, c'est pas là où vous allez vous répéter 10 millions de fois les choses. C'est là où vous voulez que spontanément, il y ait un feedback positif. Sauf que ça se travaille avant d'être pas bien, paradoxalement. Donc, quand vous êtes bien, n'hésitez pas à régulièrement vous faire de l'hypnoanalgésie, de tester, de voir, de vous dire tiens, c'est bon, j'arrive à amener ça, j'ai mal ici, j'ai mal là, paf, j'arrive à diminuer la douleur. Parce que le jour où vous serez vraiment mal, vous n'aurez pas besoin de réfléchir. Vous mettez et vous laissez faire ce que vous connaissez. Hop. Alors. Et là. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là?
C'est peut-être intéressant, on l'a eu sur pourquoi on associe la voix de l'opérateur pour le rapport. Ça permet notamment en cas d'association. Ok. Là, il y avait quoi? Pourquoi j'ai pas mis de. Alors, j'ai pas mis de notation, mais je l'ai surligné. Suivez simplement les instructions du magnétophone. Ah oui, oui, si, j'avais trouvé ça très très cool. Oui, 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 oui. C'était en fait toujours sur le principe d'hypnoanalgésie. Il disait pour les opérations ou pour les moments où c'est un peu compliqué, suivez simplement les instructions du magnétophone. Donc en gros, votre propre voix pour vous-même. Il conseillait de se faire des bandes, donc maintenant, en fait, des MP3, par vous-même, pour rentrer dans les meilleurs états. C'est le meilleur programmateur auquel vous puissiez penser, surtout votre propre voix. Vous n'avez rien contre votre propre voix. Vous pourriez avoir une résistance ou une opposition, un rejet à une voix, à une sorte de voix qui résonne pour X raison, mais votre voix, je veux dire, c'est l'idéal. Vous ne rejetez jamais cela pour quelque raison que ce soit. Vous êtes dans votre propre programme, puis vous êtes votre propre programmateur en ayant un magnétophone aussi simple que cela. Vous pouvez sélectionner le deuxième cycle qui est le meilleur et le plus long que nous ayons ici et le programmer sur bande, l'enregistrer, puis dans la session de programmation. Je trouve que cette idée est bonne. Alors, le coup de vous ne pouvez pas détester votre voix. Toute personne qui n'a pas l'habitude de s'entendre déteste sa voix. En effet. Oui, c'est la même chose. C'est drôle. Hein. Genre, ah, mais j'ai cette voix-là. Bah ouais, tu as cette voix-là. Moi, j'ai tellement. On ne s'entend pas à l'intérieur. Hein? Exactement. Maintenant, on a une caisse de résonance qui modifie notre voix. Oui, voilà. Et il y en a qui n'aiment pas leur voix. Hein. Ils disent, ah, mais j'aime pas. Donc, ce qui nuit, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord parce que, alors, le coup du magnétophone, quoi, du MP3, clairement, quand vous avez des périodes qui sont un peu dures, vous devez rentrer à l'hôpital ou c'est des périodes un peu dures pour vous. Bon, soit vous avez ce que vos instructeurs ont fait. Hein, les instructeurs souvent enregistré les bandes, donc n'hésitez pas à leur demander. En plus, si vous êtes habitué à la voix de votre instructeur, ce qui est cool, c'est que ça vous ramène dans un état assez facilement. On sait que l'association qu'on a fait à des voix vraiment peut nous amener dans des super états. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous-même enregistrer des phases, la relaxation longue, etc. Ça vous permettra, quand vous êtes à l'hôpital ou quand vous êtes dans votre lit parce que vous êtes malade comme un chien, bah, juste faire, bon, bah, j'écoute, je me relâche. Si je m'endors, tant mieux, ça voudra dire que la douleur ou la gêne est moins là. Et écoutez, écoutez, écoutez. Comme ça, vous aurez peu de résistance. Vous allez assez facilement vous conditionner. Ça vous fera vraiment, vraiment du bien. Donc, je trouve l'idée très, très bonne. Et si vous n'aimez pas votre voix, vous inquiétez pas. Au bout d'un moment, vous allez vous habituer à votre voix. Ce n'est pas un gros, gros problème. J'ai trouvé cette phase très pertinente et très bien à faire. Et imaginez, c'était en 73. Alors aujourd'hui, avec un ordi, même pas avec votre téléphone, vous pouvez tout faire extrêmement facile. Donc, n'hésitez vraiment pas. On va s'arrêter là pour cette semaine. Ouais, on a encore plein de trucs à voir. C'est super sympa. J'espère que ça vous apporte plein de pensées. Vous avez vu, là, on est vraiment sur cette notion où il nous montre vraiment l'état d'esprit de la méthode, l'état d'esprit qu'il a voulu mettre en place, le côté, là, dans ce qui va suivre, ça va être toutes les notions. On revient sur le côté un peu, l'importance du rapport entre l'instructeur et les apprenants. Pour moi, on est vraiment dans un cours d'hypnose très bien expliqué sur les éléments importants, sur les choses à prendre en compte. Bien sûr, avec cette notion de séparation où, si je reprends ce que je vous disais la semaine dernière, la méthode Silva veut vraiment vous enseigner une autonomie, certainement plus rapidement que peut ne le faire l'hypnose. Et ça le gros delta, je trouve, le plus clean dans son explication. C'est vraiment être le plus rapidement autonome avec la méthode Silva, alors qu'avec un hypno, la plupart du temps, vous allez d'abord faire vos sessions, puis après, il vous enseignera l'auto-hypnose pour vous devenir autonome. Le process est un peu différent. Ça, c'est vraiment chouette et ça nous apprend plein de choses. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que tu veux rajouter, Lee? J'aimerais juste dire merci à Elisabeth pour son commentaire parce que j'aime beaucoup ça et je vais le maintenir. La méthode Silva est thérapeutique, mais ce n'est pas une thérapie.
J'aime bien cette distinction. Donc, merci, Elisabeth. Oui. Génial, au top. Et si vous avez des questions, des remarques, faites comme Elisabeth, vous les mettez en commentaire. N'hésitez pas, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui vous paraissent, vous n'êtes pas d'accord ou autre. Nous, c'est pas un problème. L'idée, c'est de réfléchir dessus, de voir, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire par rapport à ça, ou peut-être vous dire, ouais, là-dessus, tu as raison, parce que ça n'a pas été prouvé, parce que telle ou telle chose. On n'a pas de problème là-dessus. Nous, on se pose vraiment plein de questions. On continue à étudier, on continue à apprendre. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires, à poser vos questions. Et comme ça, on aura un maximum de choses encore à vous partager. Si vous voulez le faire, faites-le sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. À très vite. Merci, Lee. Ciao, ciao. Ciao.